Il est arrivé par la poste, avant le meurtre. Bienvenue dans Mystère de minuit, je suis votre hôte Gustave. Dites bonjour dans les commentaires. D'où nous rejoignez-vous ce soir? Vos messages rendent ce voyage inoubliable. Commençons. Tout a commencé, comme beaucoup d'histoires sombres, par quelque chose de trompeusement trivial. Par une fraîche matinée d'octobre, dans le village de Broadinay, un endroit où le temps s'écoulait lentement, où les jardins étaient impeccablement taillés et où les scandales n'étaient pas plus graves que celui de savoir qui avait taillé ces haies un dimanche, une carte postale arriva au domicile de Madame Eugenia Lonsdale. La carte, ornée d'une photographie décolorée des termes romains, de base ne comportait aucune adresse de retour. L'écriture au verso était soignée, d'une écriture si rigide qu'elle semblait gravée à la main. Elle ne contenait qu'une seule phrase. « Tu mourras avant les premières gelées. Prépare-toi. » Aucune signature, aucune date, aucune indication. Sur qui pourrait vouloir du mal à la veuve de feu Sir Giles Lonsdale, magnate de l'acier et père conservateur, décédé 4 ans plus tôt après une chute de cheval dans des circonstances qualifiées d'accidentelles, qu'Eugenia Lonsdale n'était pas une femme sujette à l'hystérie. Elle avait connu la guerre, enterré un mari et survécu à 2 de ses enfants. Sa réaction en lisant la carte tout en prenant son thé matinal dans la véranda ne fut ni un cri ni un évanouissement. Au lieu de cela, elle sonna sa compagne, mademoiselle Lydia Marsh, et lui tendit la carte avec le calme d'une femme apportant un menu. Mademoiselle Marsh, 32 ans, au regard perçant et à la loyauté presque sévère, lut la carte et blêmit. « Qui ferait une chose pareille, madame ?»« C'est précisément ce que j'ai l'intention de découvrir, » dit madame Lonsdale à voix basse. La nouvelle de la menace se répandit comme cela arrive souvent dans les villages, avec une rapidité époustouflante, dissimulée sous le couvert d'une discrétion absolue. L'après-midi, la femme du pasteur murmurait qu'il y avait du poison, et le soir, M. Bentley, à la poste, était certain que le colis provenait de l'étranger, peut-être du Caire ou de Prague, mais c'est le lendemain qui a amené l'histoire. Dans le domaine de l'extraordinaire, parce que le lendemain matin, une autre carte est arrivée. Cette fois, elle était adressée au révérend Stephen Maltravers, vicaire de St. Cuthbert, et on pouvait y lire « Ne vous permettez pas de l'avertir. Vous aussi, vous êtes surveillés. » Désormais, le village ne se moquait plus, le gendarme était convoqué. Et la semaine suivante, lorsqu'une 3e carte parut par la poste, adressée cette fois à une domestique du domaine de Lonsdale, prédisant que « le sang des innocents se mêlera à celui des coupables », la panique ne se fit plus entendre, à voix basse, mais s'exprima d'un ton clair et horrifié. Finalement, c'est le colonel Lassie du conseil paroissial qui a suggéré l'évidence. « Nous sommes dépassés », a-t-il déclaré lors d'une réunion dans le salon de la maison Lonsdale. Ce n'est pas l'œuvre d'un farceur ou d'un ivrogne. C'est le début de quelque chose de sombre. Et si nous voulons garder la tête froide et éviter le sensationnalisme, nous devons agir avec bon sens et efficacité. Madame Lonsdale haussa un sourcil. Et à qui, colonel, proposez-vous que nous confions notre sécurité? Le colonel, plus fanfaron que subtil, se redressa. Au détective le plus célèbre d'Europe, bien sûr, le Belge, Hercule Poirot. 3 jours plus tard, dans un train en provenance de Londres, qui s'arrêtait sur le quai poussiéreux de Broadinay Halt, une silhouette soignée vêtue d'un costume gris tourterelle sortit, épousseta ses chaussures immaculées et observa la campagne avec un mécontentement silencieux. « Mademoiselle Marsh, » dit-il en serrant la main de la femme envoyée à sa rencontre, « c'est très aimable à vous de venir en personne. J'espère que plus jamais ces, comment dites-vous, threatening, billets doucettes arrivés ?» Lydia Marsh, le visage ridé par l'épuisement, hocha la tête. « Non, monsieur Poirot, mais la maison est à vif. Madame Lonsdale ne se laisse pas facilement perturber, mais elle a arrêté ses promenades. Et le personnel murmure. Il pense que les cartes sont un avertissement venu de l'au-delà. »« Mais non !» s'exclama Poirot. « D'au-delà de quoi? Du voile de la mort? De l'ombre de la folie? Non, non, ce n'est pas du surnaturel, c'est très humain. »
Quelqu'un souhaite que madame ait peur. La question est de savoir pourquoi, et surtout quand la prochaine action aura lieu. Il tapota doucement sa tempe. Nous utiliserons les petites cellules grises, mademoiselle. Nous découvrirons la vérité derrière l'encre. Poirot se tenait sur le seuil de Lonsdale House, son regard parcourant les bordures du lierre accroché aux pierres géorgiennes comme des secrets murmurés. L'air était chargé du parfum des roses fanées et des buis taillés. Une toile de fond idéale, songea-t-il, pour un mystère né non pas d'un cri ou d'un coup de feu, mais d'encre et de sous-entendus. À l'intérieur, le salon avait été soigneusement aménagé pour son arrivée. Eugenia Lonsdale était assise bien droite dans un fauteuil en brocart qui ressemblait moins à un siège qu'à un trône. Ses cheveux, couleur de givre, étaient tirés en arrière en un élégant chignon, et ses yeux gris fixaient Poirot avec un calme calculateur. « Monsieur Poirot, » dit-elle en lui tendant une main gantée, « j'apprécie votre voyage, même si je ne peux pas dire que j'en apprécie la nécessité. » Poirot s'inclina légèrement, ses doigts effleurant les siens. « Madame, on n'accueille jamais le crime. »« Avec plaisir, mais il faut l'affronter avec dignité et lucidité. Je vais poser des questions, beaucoup de questions. Certaines peuvent paraître insignifiantes, d'autres peut-être impertinentes. Vous me le permettrez? Vous n'auriez pas été invité si j'avais espéré que la discrétion précéderait la vérité. » Répondit-elle. « Demandez ce que vous voulez. » Il hocha la tête puis se tourna vers les autres personnes présentes. Lydia Marsh se tenait derrière son employeur, silencieuse comme toujours, les mains jointes avec précision. À sa gauche, un homme d'environ 35 ans était adossé à la cheminée, feignant une indifférence désinvolte. Il était grand, soigné, avec des cheveux blonds foncés et un visage anguleux marqué par une tension sous un charme apparent. « Mon fils, » dit madame Lonsdale. « Henry. » Poirot s'inclina légèrement. « Monsieur. » Henry Lonsdale afficha un sourire crispé. « Je n'aurais jamais pensé qu'on aurait besoin d'un détective, étranger ou non à Lonsdale House, mais il semble que le village ait perdu la raison. »« Pas son esprit, » répondit Poirot d'un ton neutre, « simplement son sentiment de sécurité. » À cet instant, la porte s'ouvrit et le vicaire entra. Le révérend Stephen Maltravers était un homme mince, dont les yeux perçaient comme des oiseaux effrayés par les branches. Il paraissait mal à l'aise dans sa soutane, comme si la religion n'était qu'un vêtement qu'il ne portait que par obligation. « Mes excuses pour le retard, » dit-il, assis à côté de Lydia Marsh, avec la lassitude d'un homme peu habitué aux réunions formelles. « J'avais une visite paroissiale. » Le regard de Poirot le parcourut brièvement, puis se reporta sur le groupe. Il s'installa sur une chaise avec une précision méticuleuse, croisant une cheville sur l'autre. « Commençons. » Il se tourna vers madame Lonsdale. « Madame, vous avez reçu la première carte. Racontez-moi ce matin-là, chaque détail. C'est dans ces détails que la vérité transparaît parfois. »« Il n'y a pas grand-chose à dire, » dit-elle d'une voix froide. « Le courrier est arrivé juste après 8 heures. Lydia me l'a apporté pendant que je prenais le thé. Il y avait 3 lettres, une de mon cousin du Dorset, une facture pour les écuries et la carte postale. Pas d'enveloppe, juste le message. « L'as-tu touché directement ?» demanda Poirot. Elle hésita. « Oui, mais je n'ai pas reconnu l'écriture. C'était imprimé, pas en cursive, a-t-il demandé. « Précisément. Très réfléchi, propre, et pas de cachet postal. » Elle jeta un coup d'œil à Lydia qui répondit « Une baignoire, la même que sur la photo. »« Curieux, » murmura Poirot. « Choisir une image qui corresponde à l'origine. La plupart des gens ne pensent pas à ces détails. » Henry prit la parole. « Ce n'est sûrement qu'une blague. Un adolescent qui s'ennuie. Ma mère reçoit plus de courriers que la moitié du comté. N'importe qui aurait pu le glisser. » Poirot le regarda en silence un instant. « Et pourtant, c'est le nom de ta mère et non le tien qui était inscrit sur la carte. » Henry se tendit, mais ne dit rien. Poirot se tourna ensuite vers le révérend Maltravers. « Vous avez reçu la 2e carte, n'est-ce pas ?»« Oui. » Le vicaire hocha la tête. «
2 jours après que Madame Lonsdale ait reçu le sien. Il était accompagné du reste du courrier paroissial, principalement des appels aux dons. Pas d'adresse de retour, juste une seule phrase. Ne vous permettez pas de l'avertir, vous aussi vous êtes surveillé. Aviez-vous parlé de la première carte à quelqu'un? Maltravers hésita. Seulement ma femme. Et elle? Elle l'a dit au directeur de la chorale. Qui l'a dit à Madame Sweeney, qui l'a probablement dit à toute la guilde de broderie en moins d'1 heure. Poirot esquissa un mince sourire. La nature humaine n'est pas si différente entre Brodinet et Bruxelles. Il se leva et commença à faire les 100 pas, les mains jointes dans le dos. Maintenant, j'aimerais parler à chacun d'entre vous individuellement. On peut apprendre beaucoup en écoutant sans l'écho des autres. Madame Lonsdale haussa un sourcil mais hocha la tête. Lydia va vous montrer le petit salon. C'est plus calme là-bas. Poirot mena les entretiens avec précision. Lydia Marsh fut la première. Dans le salon sombre, elle était assise, les genoux serrés, la posture rigide. Poirot remarqua combien de fois elle regardait vers la porte. « Depuis combien de temps êtes-vous avec Madame Lonsdale, mademoiselle ?»« 5 ans. J'étais avec elle avant la mort de Sir Giles. Ah oui, l'accident. Le cheval ?» Elle hocha la tête. « Il est tombé dans l'enclos nord. Il s'est écrasé les côtes. Il est mort avant l'arrivée du médecin. Et votre point de vue sur le foyer? Y a-t-il des tensions ?» Elle hésita. Pas plus que dans n'importe quelle maison de cette taille. Henri n'apprécie pas de dépendre de l'argent de poche de sa mère, mais il n'est pas violent. Poirot plissa légèrement les yeux. « Et vous, mademoiselle, vous êtes loyale. Mais avez-vous peur ?» Une pause. « Je pense, dit-elle lentement, que celui qui a écrit ces cartes est très intelligent, et je pense qu'elles ne sont pas terminées. » Il la congédia et appela Henri. Le jeune homme entra nonchalamment et s'affala dans le fauteuil. « Ai-je besoin d'un avocat, monsieur Poirot ?» Poirot haussa simplement un sourcil. « Êtes-vous coupable, monsieur ?»« De beaucoup de choses, dit-il en riant. Mais pas ça. » Poirot se pencha en avant. « Tu étais à la maison le matin où la carte est arrivée ?»« J'étais en train de faire du cheval. Seul ? » ?»« Non. Chez le docteur Elbridge. Il habite 3 maisons plus loin. Est-ce qu'il a vu la carte ? Je lui en ai parlé. Le jour même. Il a trouvé ça théâtral. » Poirot nota cela mentalement. « Parlez-moi de votre relation avec votre mère. » Henri sourit, mais son sourire était mince et froid. Elle aime le contrôle. Elle appelle ça la tradition. Et l'héritage, toujours bloqué. Le testament de mon père était démodé. Tout était en fiducie jusqu'à mes 40 ans, à moins que ma mère n'en modifie les termes. « Elle le fera. » Henri haussa les épaules. « Pas à moins qu'elle ne meure. » Il se leva et partit avant que Poirot ne puisse le renvoyer. L'entretien final a été réalisé avec le révérend Maltravers. Le vicaire joua avec sa manche. « Je dois dire que je trouve tout cela profondément troublant. Vous êtes un homme de foi. Cela ne devrait-il pas vous réconforter? La foi n'exclut pas la peur. » Poirot inclina la tête. « Votre lien avec Madame Lonsdale? C'est une grande mécène de l'Église. Nous dînons avec elle tous les mois. Et vous croyez que les menaces sont réelles? » Les yeux de Maltravers se posèrent sur la fenêtre. « Je crois qu'il y a un esprit derrière tout ça. Et je crois que cet esprit s'amuse. » Poirot se rassit dans son fauteuil. Il observa l'homme attentivement. « Et que ferait un homme de foi sachant que quelqu'un lui veut du mal? »« Je prierai, » dit Maltravers, à voix basse. « Et j'avertirai la victime quel que soit le risque. Même si vous-même étiez menacé. » Il y eut un long silence. Finalement, Maltravers répondit « Oui, je le ferai. » Une fois le vicaire parti, Poirot retourna au salon. Madame Lonsdale était seule sirotant une tasse de thé frais. « Madame, dit-il doucement, je dois vous demander, avez-vous déjà reçu quelque chose de ce genre? Pas seulement maintenant, mais il y a des années? Des lettres, des messages, de petites menaces ?» Elle le regarda avec une pointe de surprise. « Tu crois que ça a commencé il y a longtemps? Je pense, dit-il lentement, que quelqu'un attendait le bon moment. »
Elle l'observa, puis dit doucement, « Il y avait quelque chose autrefois, un poème, anonyme, juste après la mort de mon mari. Un poème, oui, 4 lignes, une citation de l'Ecclésiaste, mais déformée. Je l'ai rejetée. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Tu l'as toujours ?»« Peut-être. Je ne jette jamais rien. » Poirot ne souriait pas. Mais intérieurement, ses neurones s'activaient, un affront passé, une menace présente, un jeu qui n'était pas nouveau, seulement fraîchement commencé. Déjà, les pièces s'organisaient. Il avait vu le coup d'ouverture, maintenant il attendait la seconde. Le lendemain matin, un vent violent se leva, et un ciel couleur d'étain terni. Hercule Poirot était assis dans la petite bibliothèque de Lonsdale House, examinant un bout de papier délavé, que Madame Lonsdale avait récupéré sur un secrétaire en teck, avec le soin qu'on prend à un oiseau mort. Il avait été plié en 2 et rangé entre les pages d'un vieux registre, oublié, ou peut-être délibérément ignoré pendant 4 ans. L'écriture n'était pas celle des cartes postales. Celle-ci était plus libre, presque lyrique, et penchée selon un angle particulier. Poirot la relut. « Il y a un temps pour mourir, et un temps pour naître, mais votre temps de deuil ne sera pas pleuré. Ce qui tombe d'un cheval peut se relever, de sa honte, mais certains enterrent la vérité sous le nom d'un autre. » Il tapota le verset avec un doigt ganté. « Quelqu'un était en colère, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Lydia Marsh qui l'observait. Ce n'est pas de la poésie pour la beauté, c'est une accusation masquée par une métaphore. Lydia se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Nous avons supposé qu'il s'agissait d'un parent amer. Sir Giles avait des ennemis en affaires, et pas mal en politique. Oui, mais ce n'est pas une affaire, c'est personnel. Poirot plia le poème et le glissa dans son carnet. Il avait déjà commencé une colonne intitulée « Avant la chute est un autre », tout aussi fin, marqué après la carte. Sous « Avant la chute », il n'avait écrit que 2 mots. Le poème apparaît. On frappa à la porte et le majordome, un homme âgé nommé Cotterill, entra. « Le docteur Elbridge est là, madame », dit-il avec un signe de tête respectueux à Lydia. Il dit qu'il est venu voir si madame Lonsdale va bien. Les yeux de Poirot s'illuminèrent faiblement. « Excellent. S'il vous plaît, Cotterill, faites entrer le docteur. » Le docteur Julian Elbridge entra avec ce charme vif qui passe pour de la sincérité dans les petits villages. C'était un homme d'une 40aine d'années, svelte, aux cheveux blonds roux et portant une trousse médicale usée. Son tweed était impeccable et rien ne manquait à son regard. « Ah, monsieur Poirot, j'espérais vous rencontrer. » Il lui tendit la main que Poirot serra délicatement. « Étrange affaire, ces cartes postales. »« Oui, docteur. Étrange et soigneusement planifiée. » Poirot désigna une chaise. « Vous avez accompagné monsieur Lonsdale le matin de l'arrivée de la première carte ?»« Oui, » confirma Elbridge. « Henry a parlé de la carte après notre retour. Je lui ai dit que c'était probablement un canular. Ce genre de choses arrive quand on vit trop longtemps. » Dans sa tête. « Tu ne crois pas que ce soit sérieux alors ? » « Je crois que c'est le cas de devenir sérieux. La peur est contagieuse. Une fois répandue, les gens se comportent de manière irrationnelle. » Poirot le regarda attentivement. « Vous connaissez la famille depuis longtemps ? » ?»« Depuis que Gilles Lonsdale est vivant. Je l'ai soigné pour son hypertension. Il n'aurait pas dû monter à cheval, à vrai dire. »« Mais il est quand même monté. » Elbridge haussa les épaules. « Il était têtu. Et Madame Lonsdale l'encourageait. Elle disait que ça le gardait jeune. » Poirot croisa les doigts. « Il n'y a pas eu d'autopsie, je crois. Non, j'ai signé le certificat moi-même. Côte brisée, sang dans les poumons. Un palefrenier a été témoin de la chute et aucun acte criminel n'a été suspecté. » Poirot hocha lentement la tête. « Et le palefrenier ? J'ai quitté le pays peu de temps après. D'Afrique du Sud, je crois. Un garçon sympathique. Cheveux bruns, nerveux. »« Nerveux ?» répéta Poirot. Elbridge sembla se rendre compte qu'il en avait trop dit et afficha un sourire crispé. « Eh bien, les garçons sont souvent nerveux.
surtout après avoir été témoin d'un décès. Une fois le médecin parti, Poirot s'attarda dans la bibliothèque, décrivant lentement un cercle. Le poème, la carte postale, l'absence opportune d'un témoin, tout cela formait une forme, quoique encore dans l'ombre. Plus tard dans la matinée, Poirot demanda que tous les personnages clés restent à la maison pour la journée. Il affirma que c'était une mesure de précaution, mais ses raisons étaient plus profondes. Il souhaitait les observer non pas pendant leurs interventions, mais pendant les heures ordinaires, comment ils parlaient quand ils pensèrent que personne ne les écoutait, comment ils se déplaçaient sans que personne ne les observe. Il trouva Lydia dans la véranda en train d'arroser les orchidées. Elle fredonnait à peine audible et s'arrêta en le voyant. « Pardonnez-moi, » dit Poirot avec un élégant hochement de tête. « Puis-je vous poser une question délicate ?» Elle posa lentement la canette. « Vas-y. Croyez-vous que la mort de Sir Giles était vraiment un accident ?» Lydia hésita. « Sur le moment, oui. Mais après, certaines choses ont commencé à lui paraître étranges. Madame Lonsdale n'est plus jamais revenue à l'écurie. Elle a donné sa jument préférée. Elle a brûlé ses papiers sans les lire. » Poirot haussa les sourcils. « C'est inhabituel. Elle a dit que c'était libérateur. Mais pour moi, c'était comme si elle avait peur de ce qu'elle pourrait trouver. »« Peur, » répéta Poirot, « des secrets du passé, ou que quelqu'un les perçoive trop clairement dans le présent ?» Lydia ne répondit pas directement. Elle prit une feuille morte dans un pétale et dit simplement « La maison a beaucoup de pièces. Il y en a que nous n'utilisons plus. » Avant que Poirot ne puisse insister davantage, ils furent interrompus par un cri. Le cri provenait de l'étage supérieur, un cri aigu et saccadé qui trancha le silence avec une précision chirurgicale. Poirot et Lydia se précipitèrent dans le couloir, tandis que Cotterill arrivait précipitamment de la direction opposée. Ils se rencontrèrent au pied de l'escalier, où Madame Lonsdale, pâle comme un fantôme et tremblante, se tenait debout, tenant quelque chose entre son pouce et son index. Poirot s'approcha doucement. « Madame » elle la lui tendit. Une carte postale, fraîche, ni touchée par la pluie, ni par la poussière. L'image au recto représentait les falaises de Douvres. Poirot l'a retournée. « Ton temps est écoulé. Le gel arrive ce soir. » Il n'y avait plus aucun doute désormais. Le message avait pris de l'ampleur. Ce n'était plus une prophétie, mais une intention. Les doigts de Poirot se resserrèrent autour de la carte. « Où a-t-on trouvé ça ?» demanda-t-il doucement. « Dans ma chambre, » dit Madame Lonsdale d'une voix tremblante. « Sur mon oreiller. » Cette nuit-là, Poirot refusa de laisser quiconque dormir seul. Il fit fermer la maison à clé de l'intérieur. Cotterill était posté à l'entrée principale. Lydia, Henry et Madame Lonsdale furent logés dans des chambres au même étage. Poirot, quant à lui, prit une petite chambre d'amis au bout du couloir et ne ferma pas l'œil. À 2h30 précises du matin, il l'entendit. Pas un cri, pas un fracas. Un léger craquement, celui que font les lames du plancher lorsqu'on déplace légèrement son poids. Poirot se glissa hors de son lit, enfila sa robe de chambre et ses pantoufles, et ouvrit doucement la porte. Le couloir était plongé dans une lumière bleue, et pendant un instant rien ne bougea. Puis le mouvement. Une silhouette se dessine au fond, près des escaliers. Poirot sortit. « Qui est là ?» dit-il, pas fort, mais fermement. La silhouette se figea puis se retourna. C'était Henry, habillé, bottes et tout. « Je n'ai pas pu dormir », dit-il d'une voix neutre. Poirot resta silencieux pendant un long moment. « Alors peut-être, répondit-il doucement, que nous devrions parler maintenant, pendant que la maison est calme et que vos pensées sont vives. » Henry hésita, puis hocha la tête. De retour à la bibliothèque, le feu allumé et la pièce chaude, Poirot fit signe à Henry de s'asseoir. « Je ne ferai pas semblant, » dit Henry en s'affalant dans le fauteuil en cuir. « J'ai réfléchi au testament, et à la maison, à ce qui se passerait si ma mère... » Il s'est arrêté. Poirot pencha la tête. « Oui, je n'ai pas écrit ces cartes, » dit Henry, « mais j'ai réfléchi à leur signification, à ce que j'en tirerais. Et ça m'effraie.
Poirot l'étudia attentivement. Ce n'est pas la pensée qui damne un homme, monsieur. C'est l'action qui suit, ou pas. Henri regarda le feu. Quiconque fait ça, il ne la menace pas seulement. Il la veut, effrayée. Ils veulent la voir se défaire. Poirot se leva. « Oui, dit-il, et ils sont presque arrivés. » Mais dans l'esprit de Poirot, la forme se dessinait enfin. Pas encore visible pour les autres, mais pour lui, le motif était là. Un poème enfoui depuis des années, un témoin disparu, une mort jugée accidentelle sans protestation, et maintenant, un meurtrier qui préférait les messages aux armes. Le jeu était psychologique, l'arme, la peur, et Hercule Poirot, maître de l'esprit, était prêt à jouer. Au matin, les premières gelées n'étaient pas encore arrivées. L'herbe luisait de rosée et non de glace, et les arbres se dressaient, fragiles mais intacts. Madame Lonsdale s'était réveillée dans son lit, indemne, bien que nerveuse. Elle prit son petit déjeuner en silence, et Poirot remarqua que ses mains, autrefois d'une régularité irréprochable, tremblaient légèrement lorsqu'elle souleva sa tasse de thé. Poirot, cependant, semblait imperturbable. Il se déplaçait dans la maison avec une grâce mesurée, comme s'il était déjà en possession de la vérité, attendant pourtant son heure avant de la retourner dans le creux de sa main. Il avait formulé une seule demande ce matin-là, un inventaire complet du personnel de la maison, nom, tâches, horaires et surtout attribution des chambres. La maisonnée se composait de Cotterill, le majordome, qui servait depuis 30 ans avec une loyauté aussi polie que l'argenterie. Madame Darnley, la cuisinière, qui quittait rarement la cuisine, mais entendait tout à travers les murs de l'arrière-cuisine. Ivy, une jeune femme de ménage de 19 ans, timide et au regard perçant. Et Michael, le valet de pied, arrivé à peine un an auparavant avec des références élogieuses et une façon de se déplacer rapide et silencieuse. Poirot les rassembla dans la salle à manger après le petit déjeuner, sous le regard attentif du portrait de Sir Giles Lonsdale. Le défunt baronnet le fixait, les yeux plissés et le menton relevé. Un homme qui, de la vie générale, avait dirigé sa maison comme un avant-poste militaire. « Mes amis, » dit Poirot, les mains soigneusement jointes derrière le dos, « je ne vous demanderai que ce qui est nécessaire. Vous répondrez honnêtement et directement. Il n'y a pas de soupçon, juste de la curiosité. » Il se tourna vers Cotterill. « Tu as fermé la maison à clé hier soir. »« Oui, monsieur, » répondit Cotterill. « Toutes les fenêtres et portes sont verrouillées. J'ai vérifié 2 fois avant de me retirer dans les quartiers des domestiques. Avez-vous patrouillé à un moment donné par la suite ? » ?»« Non, monsieur. J'étais de garde, mais je ne bougeais pas. » Poirot hocha la tête, puis reporta son regard sur Ivy, qui se tenait là, tordant son tablier. « Mademoiselle, » dit-il doucement, « êtes-vous déjà entrée dans la chambre de Madame Lonsdale après les heures d'ouverture? Pour le linge ou peut-être pour faire du rangement ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Non, monsieur, pas la nuit. Je n'y vais que le matin et jamais seul. Mademoiselle March dit que les chambres doivent être manipulées discrètement. » Poirot sourit faiblement. « C'est bon à savoir. Tu n'as vu personne près de la pièce hier ?» Elle secoua la tête. « Non, monsieur. » Il se tourna ensuite vers Michael. « Et vous, monsieur? Vous vous déplacez plus librement dans la maison ?» Michael se redressa. Il était jeune, mince et avait la vivacité d'esprit de quelqu'un habitué à la suspicion. « Je reste en bas après le dîner, sauf si on m'appelle. Je n'aurai aucune raison de m'approcher des appartements familiaux. » Poirot marqua une pause. « Pourtant, vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas? »« Oui, monsieur, 11 mois, venu d'une famille du Surrey. La maîtresse de maison est décédée. Insuffisance cardiaque. » L'expression de Poirot ne changea pas, mais il enregistra le détail. « Et depuis que vous êtes ici, avez-vous remarqué des tensions inhabituelles au sein de la famille ?» Michael hésita. « Ce n'est pas à moi de le dire. Permettez-moi de vous en parler. Nous ne parlons pas de scandale, mais de mobile. » Le valet de pied s'éclaircit la gorge. « Eh bien, Maître Henri boit plus qu'il ne devrait. Certains soirs, il reste des heures dans son bureau à se parler à lui-même. Et Mademoiselle March, elle reste discrète,
mais elle observe toujours, comme si elle s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose. Poirot les remercia et congédia le groupe, à l'exception de Cotterill, qu'il retint d'un geste de la main. « Une dernière question, monsieur Cotterill. La poste, vous vous en occupez vous-même? »« La plupart du temps, monsieur. Ivy ou Michael les récupèrent à la porte, et je les trie sur le plateau. » Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. « Alors, tu as vu la première carte? Postale en personne? »« Oui. Il était posé sur la pile, pas dans une enveloppe. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai cru que c'était une publicité jusqu'à ce que mademoiselle March me le montre à nouveau. Vous n'avez pas reconnu l'écriture? » Cotterill fronça les sourcils. « Non, monsieur. Pourtant, il y avait quelque chose de familier dans l'imprimé. Pas les lettres elles-mêmes, mais leur espacement, comme si elles avaient été écrites par un architecte de formation. Rigide, mesuré. Intéressant, dit doucement Poirot. Après le départ de Cotterill, Poirot retourna au salon où Hastings, s'il avait été présent, aurait sans doute déclaré que l'affaire était plus complexe qu'un labyrinthe conçu par un fou. Mais l'esprit de Poirot s'épanouissait dans de tels labyrinthes. Et maintenant, il croyait avoir trouvé le point d'entrée. Il demanda une nouvelle audience à Henry. Le jeune Lonsdale arriva, boutonnant encore sa veste, les yeux rouges et irritables. « Encore toi, » murmura-t-il, en s'affalant sur une chaise. « Oui, encore moi, » répondit Poirot d'un ton enjoué. « Dites-moi, monsieur, depuis combien de temps connaissez-vous le docteur Elbridge? »« Depuis tout petit. Il a d'abord été le médecin de mon père. »« Tu lui fais confiance ?» Henry eut un sourire crispé. « Lui faire confiance? »« Je suppose que oui. Il est discret. Il sait se taire. » Poirot hocha la tête puis se pencha en avant. « Et où étiez-vous quand votre père est mort ?» Henry cligna des yeux. « Ici. Dans la maison. C'était un dimanche matin, et j'avais la gueule de bois. C'est pratique, dit doucement Poirot. Comme un Libye. Je n'étais même pas près le paddock. Le palefrenier a tout vu. » Poirot haussa un sourcil. « C'est où est le palefrenier maintenant ?» Henry hésita. « L'Afrique du Sud, je crois. »« En effet, » murmura Poirot, loin et silencieux. Il congédia Henry et se rendit immédiatement chez madame Lonsdale, qui était assise dans son boudoir enveloppé dans un châle doux. « Madame, dit-il gravement, vous souvenez-vous du nom du garçon d'écurie qui a assisté à la chute de Sir Giles ?» Elle fronça les sourcils. « Bien sûr, Thomas Kemp. Il avait à peine 16 ans. Timide. Le pauvre, il était terriblement secoué. » Les yeux de Poirot brillèrent. A-t-il fait une déclaration officielle? Il a raconté aux médecins et aux gendarmes ce qu'il avait vu, que le cheval de Giles avait trébuché. Il n'a rien dit de suspect. Est-ce que tu lui as déjà parlé? Directement? Elle marqua une pause. Non, le médecin a dit que cela ne ferait qu'aggraver sa détresse. Poirot serra les mains. Vous êtes certaine, madame, de n'avoir jamais douté que la mort de votre mari soit réellement accidentelle? J'ai choisi de ne pas me poser de questions, dit-elle froidement, parce que l'alternative était insupportable. Il la quitta alors et se retira une fois de plus dans la bibliothèque, où un feu couvait doucement dans la cheminée. Il resta assis en silence pendant près d'1 heure. Pas de notes, pas de schéma, juste des pensées. À 11 heures, Poirot prit une décision. Il sonna Cotterill et lui tendit un bout de papier. « Que le gendarme envoie ce télégramme immédiatement, » dit-il. « Il doit parvenir au Cap avant la tombée de la nuit. » Cotterill regarda le nom. « À Thomas Kemp ?» Poirot hocha simplement la tête. « Oui. Dites-lui qu'il peut maintenant dire la vérité sans crainte. » Cet après-midi-là, Poirot se promena dans le domaine de Lonsdale. Lydia March à ses côtés. Ils passèrent devant le paddock nord, envahi depuis longtemps par la végétation, et la clôture blanche où le cheval de Sir Giles s'était cabré et l'avait précipité vers la mort. « Dites-moi, mademoiselle March, » dit soudain Poirot, « pourquoi êtes-vous venue ici, avant tout ça, je veux dire ?» Elle hésita. « J'ai répondu à une annonce. Une amie avait travaillé à la maison autrefois. Elle disait que madame Lonsdale était juste.
Strict, mais juste, vous n'aviez aucun autre lien avec la famille. Elle hésita un instant de trop. Non. Poirot s'arrêta. Vous ne connaissiez peut-être pas auparavant le jeune Thomas Kemp? La bouche de Lydia s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Le regard de Poirot était inflexible. Je crois, mademoiselle, que vous avez caché une vérité de trop. Elle baissa les yeux, puis murmura « C'était mon frère ». Poirot ne dit rien. Elle continua, la voix tremblante. Il m'a écrit après la chute. Il disait qu'il ne croyait pas à un accident, que quelqu'un avait poussé le cheval, l'avait effrayé, mais personne ne l'écoutait. Il était terrifié. Poirot était immobile. « Alors vous êtes venu ici, dit-il, pour protéger le silence de votre frère ou pour enquêter? Les deux, dit-elle. Mais je n'ai pas envoyé les cartes, je le jure. Poirot hocha lentement la tête. Non, mademoiselle, je ne crois pas. Il se retourna vers la maison. Mais maintenant les ombres rétrécissaient. Il avait découvert le mobile qui se cachait sous 4 années de silence. Et bientôt, très bientôt, il exposerait la main qui avait manié à la fois la peur et l'encre, comme un scalpel. Le gel est finalement arrivé cette nuit-là. Il scintillait comme des éclats de verre dans les jardins de Lonsdale House, transformant les haies en sculptures et l'étang en une fine couche de glace impitoyable. L'air avait la morsure d'une prophétie accomplie, et dans le silence précédant l'aube, un cri résonna dans le domaine. Cette fois, cela ne venait pas de l'aile de Madame Lonsdale, ni d'une femme de chambre effrayée, mais du hall extérieur. Des domestiques. Poirot, déjà à moitié vêtu et alerte après une nuit de sommeil agité, arriva dans le couloir en quelques instants, sa robe de chambre traînant derrière lui. Cotteril le précédait, brandissant un bougeoir en laiton, comme une arme. Ils atteignirent simultanément l'arrière-cuisine et trouvèrent Ivy blottie près de la porte de la cuisine, pâle comme le givre, pointant un doigt tremblant vers l'entrée de service. La porte, elle était ouverte, haleta-t-elle, mais verrouillée avant. Et là, regardez. Sur la pierre froide, juste à l'intérieur du seuil, se trouvait une autre carte postale. Poirot s'avança lentement, le prit d'une main gantée et examina le verso. Pas d'enveloppe, juste un bref message, écrit avec cette écriture désormais familière et méticuleuse. L'innocent a parlé. Réduisez-le au silence, ou vous serez le prochain. Il la retourna. Cette fois, le recto portait l'image du central, téléphonique de Londres, des rangées d'opératrices à leur bureau, les mains levées, silencieuses. Ivy semblait défaillir. Poirot la stabilisa d'une main douce et s'adressa à Cotteril. « Amenez Madame Lonsdale et le reste de la maisonnée. Je veux que tout le monde soit au salon dans les 10 minutes. Personne ne doit sortir. » Cotteril hocha la tête et disparut dans le couloir. Poirot regarda à nouveau la carte. Le message était une réaction. Quelqu'un avait appris que Thomas Kemp était vivant et avait peut-être parlé. Et quelqu'un, quelque part dans cette maison, avait peur. Dans le salon, ils se rassemblèrent, comme prévu. Madame Lonsdale entra la dernière, enveloppée dans un châle et silencieuse, accompagnée de Lydia. Poirot remarqua pour la première fois un tremblement subtil mais visible dans les mains de la femme. Pas exactement de la peur mais de la reconnaissance. Poirot se tenait devant la cheminée, la nouvelle carte postale dans une main, le poème précédent dans l'autre. « Mes amis », commença-t-il doucement, « le moment est venu de parler clairement. Il ne s'agit plus de menaces anonymes. C'est un jeu mortel joué avec précision et patience par l'un d'entre vous. » Il y eut une brusque inspiration. Henri ouvrit la bouche, mais Poirot leva la main. « Je vais parler, monsieur. C'est ce que je fais le mieux. » Il s'avança, la voix basse mais chargée d'intensité. « Il y a 4 ans, Sir Giles Lonsdale est mort dans ce qui a été considéré comme un accident. Un cheval se cabre, un homme tombe, ses os se brisent, ses poumons se remplissent. Mais personne ne s'est demandé pourquoi un cavalier expérimenté, monté sur un cheval familier, avait été renversé. Personne n'a écouté le garçon effrayé qui en voyait plus qu'il ne pouvait en nommer.
Ce garçon, Thomas Kemp, a été réduit au silence non par des pots de vin, mais par la peur. Et il s'est enfui. Pourtant, la vérité l'a suivi. Il a brandi le poème. C'était la première fois que je tentais de parler. Un avertissement, en vers. « Il ne vous a pas touché, madame, dit-il à madame Lonsdale, parce que vous avez choisi de ne pas le comprendre. » Elle baissa les yeux, mais ne dit rien. Poirot poursuivit. « L'auteur de ces nouvelles cartes n'a aucun talent poétique. Ils parlent avec efficacité, sans métaphore. Mais ils ont attendu, oh oui, pendant des années. Ils ont observé et planifié. Et maintenant, à mesure que leur message se répandait, ils frappaient non pas avec violence, mais avec peur. Pourquoi? Il marqua une pause. La pièce était silencieuse, à l'exception du crépitement du feu. Parce qu'il craignait une confession, et il craignait que je la croie. Henri se leva brusquement. « Tu m'accuses encore? Quelles preuves as-tu » Poirot se retourna. « Ah, monsieur, vous êtes impatient. Un trait de caractère regrettable chez un homme qui a tant à perdre. Je n'ai rien fait. » Exactement. Tu n'as rien fait à la mort de ton père. Tu n'as rien fait quand le garçon s'est enfui. Et maintenant, peut-être as-tu enfin fait quelque chose. Ou peut-être te caches-tu encore derrière un silence hérité. Henri le fusilla du regard, mais se rassit, furieux. Poirot se tourna ensuite vers le docteur Elbridge, arrivé en retard, appelé par Cotterill. « Et vous, monsieur le docteur, pourquoi n'avez-vous jamais remis en question cette mort? Un homme hyper tendu, voyageant seul, sans autopsie, un garçon effrayé et une famille tranquille. Votre curiosité médicale a sûrement été piquée au vif. » Elbridge semblait calme, mais sa voix était tendue. On m'a demandé de signer le certificat. L'agent n'a pas jugé nécessaire d'insister davantage. La famille souhaitait préserver son intimité. « Ah !» dit Poirot avec un léger hochement de tête. « Et qui vous a dit de signer ?» Le docteur resta silencieux. Poirot laissa le moment s'attarder, puis se tourna vers Lydia Marsh. « Mademoiselle, vous êtes arrivée ici peu après le départ de votre frère. Vous soupçonniez quelque chose d'anormal. Mais vous n'avez rien dit jusqu'à présent. J'avais peur, dit-elle à voix basse. Peur de ce qu'il aurait pu voir, peur que cela la brise. » Elle fit un geste vers madame Lonsdale. Si c'était vrai. Poirot hocha la tête. « Vous craignez que la vérité ne provoque un effondrement. Mais la vérité, mademoiselle, est le seul remède à la peur. » Il se tourna enfin vers madame Lonsdale. « Madame, les cartes ont été remises dans votre chambre. Pas d'effraction. Aucun signe de passage. Cela exigeait un accès, une connaissance du domicile et de la précision. » Elle n'a pas répondu. Poirot prit une profonde inspiration. « Je sais qui les a envoyés, et je sais pourquoi. La pièce s'est figée. Je n'ai rien dit plus tôt, poursuivit Poirot, car la carte finale n'était pas encore arrivée. J'attendais de voir si l'esprit derrière ce plan se laisserait influencer et agirait précipitamment. Et c'est ce qu'il fit. La nuit dernière, par crainte d'un palefrenier à l'autre bout du monde, ils ont glissé une dernière menace dans la maison, juste après les gelées. C'était censé sceller l'illusion de l'inéluctabilité. Il se tourna vers le coin de « la pièce ». Michel, le jeune valet de pied, sursauta visiblement. « Vous travaillez dans une maison où votre maîtresse est morte d'une crise cardiaque », dit doucement Poirot. « Ce décès a-t-il fait l'objet d'une enquête ?» Michael déglutit. « Non, elle était vieille. Ça semblait naturel. Et quand Sir Giles est mort, vous n'étiez pas encore là, mais vous connaissiez son nom. » La voix de Michael se brisa. « Qu'est-ce que tu dis ?» Poirot s'approcha. « Tu n'es pas Michael Ellis, le valet de pied, tu es Michael Kemp, le frère aîné de Thomas Kemp. » Halètement. Même les yeux de Lydia s'écarquillèrent sous le choc. La voix de Poirot resta calme. « Quand ton frère s'est enfui, tu as blâmé ceux qui l'ont laissé faire. Tu as blâmé Sir Giles pour tout ce qu'il a fait pour effrayer Thomas. Et tu as blâmé cette maison pour avoir laissé l'enterrer. Tu es revenu ici sous un faux nom pour les démasquer, lentement, avec précision. Tu as écrit ces cartes non pas pour tuer, mais pour effrayer, pour déstabiliser,
pour faire éclater la vérité au grand jour. Le visage de Michael était devenu pâle. Sa bouche s'ouvrit puis se referma. Poirot continua. « Mais quelque chose a changé. Vous craignez que votre frère ait parlé, peut-être dans une lettre interceptée. Vous craignez que la vérité ne soit révélée non pas grâce à votre campagne minutieuse, mais par des aveux. Alors vous avez intensifié vos propos. Les épaules de Michael s'affaissèrent. « Je n'ai tué personne, » a-t-il dit. « Je voulais juste qu'il voie, qu'il ressente ce que mon frère a ressenti. » Poirot hocha la tête solennellement. « Vous avez réussi, monsieur. Le passé est revenu. Et la vérité a trouvé sa voie. » Il se tourna vers « C'est Madame Lonsdale. Madame, la mort de votre mari, c'était peut-être un accident, ou peut-être pas, mais ce n'est pas la chute qui a détruit cette maison. C'est le silence. » Madame Lonsdale ne dit rien. Elle fixa simplement le feu comme si elle était au bord de la mémoire. Dehors, le givre commençait à fondre, et à l'intérieur, enfin, le long hiver des secrets avait commencé à se dégeler. Ladies, jours qui suivirent, passèrent comme une fièvre qui tombe. Michael Kemp fut placé en garde à vue sans résistance. Pas d'entrave, pas de haussement de voix, seulement une lente traversée de l'allée de gravier jusqu'à la voiture de police qui l'attendait, la tête baissée, le manteau déboutonné. Poirot observait depuis les marches de Lonsdale House, les mains derrière le dos, l'air indéchiffrable. Aucune accusation de meurtre n'a été portée. Il n'y avait pas de meurtre à inculper. Les menaces par carte postale, autrefois considérées comme les signes avant-coureurs d'un destin tragique, se sont révélées pour ce qu'elles étaient réellement. Une guerre psychologique, orchestrée par un homme qui avait trop longtemps attendu justice et, ne la trouvant pas, avait créé sa propre justice. Madame Lonsdale garda le silence pendant tout ce temps. Son attitude était posée, ses réponses étaient sèches, mais Poirot sentait la vérité peser sur elle comme un poids invisible. Il choisit de ne pas la troubler. Les révélations l'avaient profondément blessé, mais pas fatalement. Le temps, il le savait, finirait l'œuvre. C'est le 3e matin après le départ de Michael que Lydia Marsh frappa doucement à la porte de Poirot. Il était assis à la fenêtre, sa valise bouclée, sa moustache soigneusement épilée. Comme toujours, elle entra discrètement et ferma la porte derrière elle. « Je voulais vous remercier, » dit-elle, « et vous demander quelque chose. » Poirot se tourna sur sa chaise, lui faisant signe de s'asseoir. Elle le fit lentement. « Michael ne me l'a jamais dit. Pas une seule fois. Je ne savais même pas qu'il avait changé de nom. Mais il a dû venir ici autant pour moi que pour son frère. » Poirot inclina la tête. « Je crois que c'est vrai, mademoiselle. On ne va pas jusqu'au bout par simple vengeance. Il voulait vous protéger, peut-être, même pour mettre à l'épreuve le courage que vous n'étiez pas encore prête à mobiliser. » Elle baissa les yeux. « Tu penses que j'ai été lâche. »« Je crois, dit doucement Poirot, que le chagrin trouble les courageux et donne de la résolution aux effrayés. Votre silence, comme celui de madame, était une forme de deuil. Pas de lâcheté. Mais le silence n'est pas un bouclier, mademoiselle, ce n'est qu'un délai. » Elle hocha lentement la tête. « Tu crois que Thomas reviendra, maintenant que la peur est dissipée ?» dit Poirot. « Oui, même s'il pourrait retourner dans un lieu différent de celui qu'il a quitté, un lieu qui n'est plus enveloppé d'un voile de secret. » Un long silence suivit. Puis Lydia se leva, lissa sa jupe et dit doucement « Je crois que je vais bientôt partir. J'ai fait ce que je voulais faire. Il est temps de passer à autre chose. » Poirot se leva également. Cela aussi demande du courage. Elle est partie sans un mot de plus. Plus tard dans la matinée, Poirot se retrouva au salon avec Henry Lonsdale. Le jeune homme était plus calme depuis que la vérité avait éclaté, un peu moins combatif, un peu plus introspectif. Il se tenait maintenant près de l'âtre, faisant tournoyer un verre dans sa main qui, à la satisfaction de Poirot, restait intacte. « Tu avais raison à mon sujet, » dit Henry. « Je n'ai rien fait. » Poirot s'assit. «
Et maintenant? Je pense sans cesse à mon père. Il était intouchable. Et tout autour de lui, cette maison, sa famille, était une question de contrôle. Il devait terrifier ce garçon. Poirot hocha la tête. « Et pourtant, tu n'as rien dit. » Henri grimaça. « Je pensais que c'était indigne de moi, que fouiller dans de vieilles histoires était une perte de temps. »« La vérité n'a pas de date de péremption, monsieur, » répondit Poirot. « Seul compte notre patience à la trouver. » Henri détourna le regard. « Je veux changer ça, je veux arranger les choses. » Poirot esquissa un léger sourire. « Alors commence. Mais pas par de grands gestes. Commence par l'honnêteté, par la responsabilité. » Henri ne dit rien de plus, mais tandis que Poirot se levait et se retournait pour partir, il aperçut le reflet du jeune homme dans la vitre, la mâchoire serrée, le regard fixé non pas sur le parc, mais sur lui-même. En bas, dans la petite salle à manger des domestiques, Cotteril attendait Poirot avec une tasse de café et un dernier message. Le majordome, toujours discret, sortit une enveloppe marron dessous son gilet. « Ceci est arrivé pour vous, monsieur. Par courrier, arrivé à l'instant. » Poirot l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une lettre non signée, écrite d'une écriture claire et élégante. « Monsieur Poirot, vous avez fait ce qu'aucun d'entre nous n'a pu faire. Redonnez la parole à ceux qui avaient été réduits au silence. Je suis toujours au Cap, mais je reviendrai bientôt. J'ignore si cette maison m'accueillera, mais je n'en ai plus peur. Lydia n'a jamais connu la vérité, mais je sais maintenant qu'elle en était plus proche que moi. Merci. » T.K. Poirot plia la lettre et la glissa dans son carnet sans un mot. Il termina son café en 3 petites gorgées précises, puis fit un signe de tête à Cotteril et rassembla ses affaires. Avant de partir, Poirot fit un dernier arrêt. Le bureau privé de Madame Lonsdale. Elle était là, comme il le soupçonnait, assise à son bureau écrivant de longues lettres en boucle. Elle leva les yeux sans surprise. « Tu pars, » dit-elle. « Oui, madame. L'affaire est close. Je suis attendue à Paris jeudi. » Elle posa son stylo. « Croyez-vous que je savais ce que mon mari avait fait ?» Poirot marqua une pause. « Je crois que vous vous en doutiez, et je crois que vous avez préféré la paix à la vérité jusqu'à ce que le prix à payer devienne trop élevé. » Elle hocha la tête. C'était un homme dur, mais je l'aimais. Du moins, je le croyais. Après la chute, j'ai retrouvé ses journaux. Je les ai brûlés. Pourquoi? Je ne voulais pas savoir. Je me disais que peut-être, si je ne le voyais jamais, cela ne changerait rien à ce qui avait été. Poirot resta silencieux un instant. Et maintenant? Elle croisa les mains. Maintenant, je sais ce qui a été enterré et je le supporterai. Il s'avança et laissa échapper une rare douceur dans sa voix. Vous n'êtes pas la méchante ici, madame, mais ne laissez pas le silence devenir votre héritage. Parlez-en, à Henry, à Lydia, à qui que ce soit d'autre. La vérité est un héritage difficile, mais elle ne ronge pas. Elle le regarda alors, non pas avec gratitude, mais avec respect. « Je vais essayer, » dit-elle. Et sur ce, Hercule Poirot prit congé. Le train pour Londres était silencieux, la campagne défilant, comme un rêve s'évanouissant. Poirot était assis seul dans son compartiment, son manteau boutonné, son chapeau incliné à un angle précis. L'affaire s'était terminée non par une arrestation ou des aveux spectaculaires, mais par un murmure. Le murmure de la vérité enfin apparu, le silence enfin brisé. Il sortit le poème plié de sa poche et le relut une fois de plus. Il y a un temps pour mourir et un temps pour naître, mais votre temps de deuil ne sera pas pleuré. Il le plia lentement et le remit dans son carnet. Il y a aussi un temps pour pardonner, dit-il à voix haute. Dehors, le givre scintillait sur les champs, mais déjà le soleil se levait pour le faire fondre. Le brouillard londonien rencontra Poirot à la gare de Paddington, tel un vieil adversaire, tenace, gris et vaguement amusé par lui-même. Il descendit du train, sa valise à la main, d'un pas léger mais sans précipitation. L'affaire de Lonsdale House était concrètement résolue. Pourtant, son poids persistait.
Il s'installa de nouveau à Whitehaven Mansions, où l'opérateur de l'ascenseur le salua d'un signe de tête respectueux, et Miss Lemon, toujours efficace, avait déjà renvoyé sa correspondance dans l'ordre exact dans lequel il la préférait, par ordre alphabétique, deuxième lettre du nom de famille de l'expéditeur. Pourtant, Poirot ne retourna pas immédiatement au confort de la routine. Un fil restait encore suspendu à la tapisserie, et Poirot, méticuleux comme toujours, ne le laisserait pas dénouer. Ce fil était le docteur Julian Elbridge. Bien que l'implication du médecin n'ait jamais été prouvée au-delà d'une simple implication superficielle, et bien qu'aucun crime ne puisse être retenu contre lui, Poirot restait sur sa faim. Elbridge en savait plus qu'il ne le disait, et cette information soigneusement dissimulée constituait en soi une forme de complicité. Par un jeudi après-midi pluvieux, Poirot rendit visite à son vieil ami l'inspecteur en chef, Japp, à Scotland Yard. Autour d'une tasse de thé dans le bureau de Japp, il s'enquit discrètement du médecin. Elbridge. Japp fronça les sourcils en feuilletant le fichier sur son bureau. Julian Francis Elbridge, ancien médecin militaire, démobilisé en 19, installé près de Broadheeney en 1921, connu de nous mais jamais inculpé. Pourquoi posez-vous cette question? Poirot remua son thé. Parce qu'il a signé un certificat de décès sans exiger une autopsie. Un homme de médecine pourtant silencieux face au doute. Je trouve cela suggestif. Suggérant quoi? Demanda Japp. Négligence? Poirot sourit. Non, mon ami. Quelque chose de plus subtil. Une dette, peut-être. Ou un secret partagé. Qu'as-tu d'autre? Japp retourna quelques cartes supplémentaires. Ta femme est morte en 1932. Pneumonie, pas d'enfant, pas de proche. Rien de suspect sur le papier. Le papier, dit doucement Poirot, ne parle pas tant que quelqu'un ne le lit pas à haute voix. De retour à Whitehaven Mansion, Poirot écrivit une lettre. Elle était adressée non pas à Elbridge, mais à l'officier d'état civil de Broadheeney. Il y demandait des renseignements sur le dossier médical de Sir Giles Lonsdale, et sous couvert de clarification juridique, une copie du certificat de décès original et de toutes les annotations de l'enquête. La réponse est arrivée 4 jours plus tard. Elle était courte, trop courte. Sir Giles Lonsdale, décédé le 14 octobre 1933. Cause du décès: blessure interne traumatique, compatible avec une chute de hauteur. Médecin certificateur, Dr Julian Elbridge. Remarque: rapport de témoin inclus, mais non archivé. Aucune enquête complémentaire n'a été menée à la demande de la famille. Il n'y avait aucun détail. Aucune explication. Aucune mention d'une contusion au crâne relevée par le palefrenier dans sa déclaration initiale. Une information dont Poirot se souvenait maintenant de son bref entretien avec Lydia Marsh. Elle avait paraphrasé la lettre de son frère. Ce n'était pas le cheval. Il y a eu un bruit comme un craquement avant qu'il ne tombe. Poirot prit une autre note, puis une autre. À la fin de la semaine, il se rendit, cette fois non pas à Broadheeney, mais à Oxford. Là, dans une petite maison impeccablement entretenue au bord d'un chemin boisé, il rencontra celui que Japp avait discrètement identifié comme un chirurgien de police à la retraite. Le docteur Aldous Penrose, qui avait formé Elbridge durant ses premières années de service. Ils se rencontrèrent autour d'un thé et d'un jambon froid, et Penrose, un homme de près de 80 ans à l'œil vif, se révéla plus lucide que Poirot n'avait osé l'espérer. « Elbridge » demanda Penrose avec un grognement. Un type brillant, précis, trop précis. Il n'agissait jamais sans plan de sortie. « Et à votre avis » demanda doucement Poirot. « Était-il un homme qui pouvait être persuadé ?» Penrose eut un petit rire sans humour. À la guerre, tout le monde peut être persuadé. Il suffit de savoir quel langage parler. Pour Elbridge, c'était une question de réputation. Il avait peur de l'erreur. Poirot hocha la tête. Et la culpabilité? Penrose cligna des yeux. Ça aussi, je crois qu'il a un jour pratiqué une opération qu'il n'aurait pas dû. Il a perdu un homme. Ça l'a transformé. Après ça,
Il n'a signé que ce qu'il pouvait défendre. Poirot posa sa tasse. Alors, s'il a signé un certificat de décès qui dissimulait la vérité, il l'a fait en toute conscience, a conclu Penrose. Ce soir-là, Poirot rentra à Londres, les idées claires, les soupçons confirmés. Mais aucune accusation ne serait portée. Le passé n'était pas toujours un tribunal, parfois c'était une salle de confession, et parfois il ne parlait qu'à ceux qui voulèrent bien l'écouter. Cependant, Poirot envoya un dernier mot adressé au docteur Elbridge lui-même. « Médecin. Une question persiste, comme certains échos dans les salles vides. Qui était le plus proche de Sir Giles dans ces derniers instants, le cheval sous lui, ou l'homme dans l'ombre qui observait sans intervenir? La vérité, docteur, ne vous poursuivra pas, mais elle pourrait un jour trouver votre reflet et vous demander pourquoi. Elle ne parvient toujours pas à dormir. » Bien à vous, avec le plus grand respect, Hercule Poirot n'y eut aucune réponse. Poirot ne s'y attendait pas. Le printemps arriva tôt cette année-là. En mars, le gel, autrefois annonciateur de mort, laissa place aux crocus et aux jacinthes, et les rues fatiguées de Londres s'adoucirent de couleurs. Un matin, Miss Lemon apporta à Poirot sa correspondance du matin, ainsi qu'une copie de Le Times Hill, le feuilleta nonchalamment jusqu'à ce qu'un petit article attire son attention. À mi-chemin de la colonne nécrologique, Dr. Julian Elbridge. Le docteur Julian F. Elbridge, anciennement de Brodiney, est décédé à son domicile des suites d'une brève maladie. Il ne laisse aucun membre de sa famille proche. Il a été inhumé au cimetière paroissial. Une cérémonie privée a eu lieu. Poirot ne dit rien. Il posa le journal et se leva. De la fenêtre, il observa un couple d'oiseaux filer dans le ciel matinal, leur trajectoire nette et sûre, libérés des poids invisibles que tant d'humains portaient avec eux jusqu'à leur dernier souffle. Plus tard dans la journée, il reçut une autre lettre. Celle-ci était adressée d'une écriture tremblante mais familière. Cela vient de Lydia Marsh. « Monsieur Poirot, Thomas est de retour. Il est arrivé la semaine dernière, plus maigre que dans mes souvenirs, mais plus fort d'esprit. Nous avons parcouru les paddocks ensemble. Il a dit qu'il avait l'impression que la maison avait enfin expiré. Je crois que c'est le mot juste. Madame Lonsdale a recommencé à parler, de son mari, du bon vieux temps et même du poème. Elle m'a demandé de le lui lire à voix haute. Elle a pleuré, non pas de honte, mais de soulagement. Quant à moi, je quitte Lonsdale House le mois prochain. J'ai accepté un poste dans une école de filles du Shropshire. Cela me semble un bon endroit pour prendre un nouveau départ. Merci de m'avoir aidé à trouver ma voie, et celle de mon frère aussi. » Avec gratitude, Lydie Poirot plia la lettre avec soin et la posa à côté des autres. Il y avait une certaine satisfaction à voir les crimes résolus, à voir la justice rendue. Mais dans ce cas précis, ce n'était pas le tribunal qui avait apporté la solution. C'était la mémoire exprimée à voix haute, et la guérison autrefois refusée, qui pouvait désormais commencer. Poirot parcourut du regard son appartement bien rangé. Chaque livre était à sa place, chaque crayon taillé à la même longueur. Tout était en ordre. Mais même lui, gardien de la symétrie, savait que parfois une vie humaine n'était pas une énigme à résoudre, mais une cicatrice à reconnaître. Et ainsi, avec un léger soupir, il retourna à son fauteuil, ouvrit son carnet à une nouvelle page et écrivit. L'affaire de Lonsdale House n'était pas un meurtre, mais c'était très certainement un crime. Il a souligné le dernier mot une fois, puis 2 fois. Puis il ferma le livre. Le silence qui suivit était d'un autre genre. Non pas le silence fragile qui avait autrefois plané sur Lonsdale House, chargé de vérités non dites et de chagrins non avoués, mais quelque chose de plus pur, de plus net. Le silence de quelque chose d'accompli, pas oublié peut-être mais plus craint. Poirot, pour sa part, ne s'attardait pas. Il avait depuis longtemps appris à laisser les choses derrière lui, une fois l'ordre rétabli. Et pourtant, certains cas, notamment ceux impliquant l'esprit plutôt que la main, avaient tendance à persister dans ses pensées, tels des rêves à moitié oubliés. Celui-ci a duré plus longtemps que la plupart.
Une semaine après la dernière lettre de Lydia Marsh, une visiteuse des plus curieuses arriva à Whitehaven Mansion. Mademoiselle Lemont, précise comme un métronome, l'annonça avec une pointe de désapprobation dans le ton. Une certaine mademoiselle Evelyne Mortimer, monsieur Poirot. Sans rendez-vous, elle insiste sur l'urgence. Poirot, curieux, lui fit signe d'entrer. Miss Mortimer était une femme d'une 50aine d'années, élégamment vêtue, d'une dignité préservée qui témoignait à la fois d'un privilège et d'une pratique rigoureuse. Elle entra dans la pièce avec une détermination qui suggérait qu'elle ne supportait pas volontiers les retards. « Monsieur Poirot, » dit-elle vivement, « j'ai cru comprendre que vous aviez géré l'affaire récente à Lonsdale House. » Poirot se leva et désigna le siège en face de lui. « Oui, madame, même si manipuler c'est peut-être un mot trop mécanique. La vérité comme une fleur doit être amenée à éclore. » Les lèvres de Miss Mortimer tressaillirent légèrement. Amusement ou irritation, Poirot ne savait trop quoi dire. « Je suis la sœur de Sir Giles Lonsdale, » dit-elle. « Plus, âgée de 2 ans. Mon nom est rarement mentionné car j'ai été séparée de mon frère pendant des décennies, un sujet de désaccord familial. » Poirot hocha la tête. « C'est souvent dans de telles fractures que la vérité est enfouie. »« Tout à fait, » dit-elle. « Je suis rentrée d'Inde le mois dernier pour régler quelques affaires personnelles. J'ai appris, par l'intermédiaire du village, bien sûr, qu'un événement assez terrible s'était produit au domaine familial. » Poirot croisa les mains. « En effet, la mort de votre frère, comme vous le savez peut-être, a longtemps été considérée comme un accident. De récentes révélations ont bouleversé cette version des faits. » Mademoiselle Mortimer hocha lentement la tête. « Eugénia ne m'a jamais écrit. Elle ne m'a jamais convoqué. Je soupçonne qu'elle craignait ce que je pourrais dire. »« Et qu'oserez-vous avait dit, madame ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Que mon frère n'était pas l'homme que sa réputation laissait présager. Qu'il avait, disons, des instincts plus sombres. Un besoin de domination qui ne s'arrêtait pas aux confins de la salle de réunion. » Poirot ne dit rien. Il attendit simplement. Mademoiselle Mortimer se pencha en avant. « Dites-moi, monsieur Poirot, a-t-il été assassiné ?» Poirot répondit prudemment. « Nous ne pouvons pas le dire. Il y a des soupçons, oui, mais aucune preuve tangible. Ce que je sais, c'est que le palefrenier Thomas Kemp a cru voir quelque chose ce jour-là. Quelque chose qui ne correspond pas à une simple chute, et le certificat médical, je crois, a été signé avec trop de facilité et trop peu de rigueur. » Miss Mortimer assimila cela sans broncher. « Et mon neveu, Henri, il n'a joué aucun rôle, » dit Poirot, « sauf par son silence, et peut-être par sa culpabilité. » Elle détourna brièvement le regard, son regard dérivant vers la fenêtre. « Il a toujours eu peur de son père, » dit-elle, « pas comme les fils, mais comme on craint d'être dévoré. » Poirot remarqua la phrase. « Vous croyez que Sir Giles était capable de cruauté ?» Elle le regarda. « J'ose avouer, il l'était. Il pouvait blesser d'un sourire. » « Et quand ?» Il ne souriait pas. Elle n'a pas fini. Poirot se leva et se dirigea vers la cheminée. Il observa la petite horloge sur le manteau, un cadeau d'un client reconnaissant il y a longtemps. « Madame, » dit-il, « dans quel but êtes-vous venue? Pas simplement pour partager ces vérités avec moi, je pense. » Miss Mortimer se leva, à son tour. « J'ai l'intention de réclamer ma part du domaine de Lonsdale, non pas pour la richesse, j'en ai plus que nécessaire, mais pour l'avenir. Cette maison a toujours été un bastion du mensonge. Peut-être peut-elle maintenant devenir autre chose. » Poirot inclina la tête. « Tu veux la rouvrir? J'ai l'intention de le transformer, » dit-elle, « en un lieu de retraite, un lieu pour les femmes, surtout celles qui ont survécu, à des hommes comme mon frère. » Poirot, qui avait entendu de nombreuses propositions en son temps, haussa un sourcil. C'est à la fois noble et ironique. Elle esquissa un léger sourire. La récupération, c'est toujours ça. Ma frappa à la porte. Mademoiselle Lemon entra avec une autre enveloppe couleur crème adressée à la main. Courrier de Brodinet, monsieur. Poirot le prit et le remercia d'un hochement de tête. Il se tourna vers Miss Mortimer.
Pourriez-vous rester pendant que je lis ceci? Je pense que cela pourrait vous intéresser. » Elle fit un léger signe de tête et reprit sa place. Poirot brisa le sceau et lut en silence pendant un moment. Puis il lut à haute voix. « Monsieur Poirot, je vous écris pour vous informer que j'ai parlé avec l'agent qui a traité ma déclaration il y a des années. Il confirme que mes remarques initiales, le bruit, l'ombre, ont été notées, mais n'ont jamais été suivies d'effet. J'ai également reçu une lettre de Michael, actuellement en détention provisoire, mais dont la libération est prévue prochainement. Il affirme être en paix. Lydia va bien, elle me rend souvent visite. Quant à moi, je ne rêve plus du paddock. Cela peut paraître peu, mais pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de me réveiller, dans ma propre peau. Merci encore d'avoir cru une voix qui tremblait lorsqu'elle parlait. Le vôtre, Thomas Kemp Poirot, posa la lettre. Miss Mortimer s'essuya l'œil avec un mouchoir en dentelle, mais son expression resta calme. « Alors, dit-elle après un moment, peut-être y a-t-il un peu d'espoir pour la maison après tout. » Poirot sourit. « Madame, il y a toujours de l'espoir, mais c'est délicat. Il faut le gérer avec précaution. » Elle inclina la tête. « Alors, j'espère que vous viendrez me rendre visite si je réussis. »« Je viendrai, dit-il, voir si les fantômes sont vraiment partis, ou s'ils ont simplement appris à se tenir tranquilles. » Elle rit doucement. « Merci, monsieur Poirot. » Une fois parti, Poirot resta à la fenêtre, regardant la ville, continuer son chaos sans fin et ordonné. Mademoiselle Lemont entra quelques instants plus tard, une pile de courriers à la main. « Plusieurs invitations, monsieur. Un gala à Chelsea, un dîner privé à Mayfair, et une demande d'avis sur une mystérieuse disparition à St. Ives. » Poirot leva la main. « Non, non. Pour l'instant, je vais me reposer. Les petites cellules grises ont fait leur travail. » Il se tourna vers elle avec une rare expression de sérénité. « Mais rappelez-moi, ajouta-t-il, de commencer mes notes sur Brodini. L'affaire était discrète, mais elle n'était pas simple, et elle m'a appris quelque chose. »« Oui, monsieur, » demanda-t-elle. Poirot regarda une fois de plus par la fenêtre. « Parfois, a-t-il dit, un crime n'est pas le moment de la violence. Ce sont les années de silence qui le précèdent. » Et sur ce, il prit son stylo et écrivit le titre en haut d'une nouvelle page de son carnet. La mort annoncée dans une carte postale, il l'a soulignée une fois, puis a commencé. Whitehaven Mansion était silencieux sous une pluie printanière, sa façade art déco luisant faiblement sous les lampadaires, tandis que de fines gouttes tracèrent leurs lignes le long des fenêtres. À l'intérieur, l'appartement d'Hercule Poirot était aussi impeccable que jamais. Chaque livre était aligné, chaque feuille de papier parfaitement alignée. La pluie n'avait pas perturbé Londres, ni Poirot, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans sa façon d'être assis, la plume posée entre ses doigts, le carnet toujours ouvert sur une page blanche sous l'entête. La mort annoncée dans une carte postale. Il avait écrit le titre 2 jours auparavant, et rien de plus. L'affaire n'était pas restée sans réponse. Au contraire, tous les principaux acteurs avaient dit leurs mots. La vérité avait éclaté non pas dans un cri, mais dans un murmure, une sorte d'aveu murmuré dans l'obscurité, après des années de silence. Michael Kemp avait été remis sous la surveillance discrète d'un pasteur local, et Thomas, le garçon dont le silence avait été autrefois racheté par la peur, parlait désormais avec une clarté née de la survie. Et pourtant, Poirot se leva et se dirigea vers la fenêtre. Son reflet le rencontra, net, précis, posé. Mais sous la surface, il perçut un écho inexpliqué, une note fausse, non pas de la suspicion, mais quelque chose de proche. Un fil conducteur inachevé. Quand on frappa à la porte, il ne fut pas surpris. Mademoiselle Lemont entra, les manières un peu moins sèches que d'habitude. « C'est un visiteur, monsieur. Plutôt inattendu. » « En effet ?» Elle dit que son nom est Cora Elbridge. Poirot cligna des yeux. « Ah, je ne m'attendais pas à entendre ce nom. » Il redressa sa cravate et fit un geste vers la porte. « Faites-la, entrez. » Cora Elbridge entra comme un vent dans l'air immobile.
Elle était plus jeune que Poirot ne l'avait imaginé, peut-être 35 ans, avec des cheveux noirs et courts et un manteau trempé par la pluie. Elle l'enleva sans cérémonie et le replia sur son bras. « Mon père, dit-elle en guise de salutation, Julian Elbridge, vous le connaissiez ?» Poirot lui offrit un siège. « Je savais de lui, mademoiselle, et je connaissais son silence. J'ignorais qu'il avait une fille. » Elle esquissa un léger sourire. « Il n'a pas parlé de moi, pas après mon départ. Vous étiez séparés ?» Cora hocha la tête. « Il n'approuvait pas mes choix. Je n'approuvais pas ses silences. Nous nous sommes séparés. » Poirot inclina la tête. « Et pourtant, vous êtes venu. Parce que je lis les nécrologies, dit-elle, et la petite colonne glissée dans le Broadheeney Courier, décrivant une affaire de famille résolue grâce à la patience d'un célèbre détective. » Poirot sourit faiblement. « Flatteur, même si je n'écris pas mes titres moi-même. » Elle se pencha en avant. « Ce que je veux savoir, c'est ce qui s'est passé dans cette maison, et quel rôle mon père y a joué. » Poirot l'observa longuement. « Vous pensez qu'il était impliqué dans quelque chose de fâcheux ?»« Je savoir, c'est vrai, dit-elle, le regard dur. Quand j'avais 16 ans, il a amené un garçon à la maison. Il a dit qu'il s'était blessé en tombant. Il m'a dit de ne pas en parler. J'ai demandé qui était ce garçon, et il a répondu « Quelqu'un qui en a trop vu. » Poirot se redressa. « C'était Thomas Kemp ?» Elle haussa les épaules. « Il n'a pas donné de nom, mais ça colle, non ?»« Oui, » dit doucement Poirot. « Ça lui va parfaitement. » Cora détourna le regard un instant. « J'avais peur de mon père, pas de ce qu'il pourrait me faire, mais de la façon dont il pourrait regarder à travers des gens, comme s'ils étaient des outils ou du verre. Et pourtant, dit doucement Poirot, tu espérais encore apprendre la vérité. » Elle hocha la tête. « Je ne veux pas qu'il soit condamné. Je veux juste savoir qui il était et ce qu'il a caché. » Poirot se leva, alla vers un tiroir et revint avec un mince dossier. Il l'ouvrit, révélant le poème, un fac-similé du certificat de décès original et la dernière lettre de Thomas Kemp. Il parlait prudemment. « Votre père, mademoiselle Elbridge, n'était pas un meurtrier, mais il était protecteur de sa propre image, de la famille Lonsdale, et peut-être de ses propres erreurs. À la mort de Sir Giles Lonsdale, il y avait des contradictions, une blessure que la chute n'expliquait pas, un témoin effrayé, et votre père, plutôt que d'insister, a choisi de préserver la paix. Pour éviter le scandale, Cora comprit. Alors il a menti. » Poirot hocha la tête. « Par omission, oui. Il a préféré le silence à la complication. » Elle regarda le sol. Ça lui ressemble. Après un moment, elle a demandé « Pensez-vous qu'il l'a regretté ?» Poirot retourna à sa place. « Je crois que oui. Mais pas avant bien plus tard. Peut-être pas avant que les cartes commencent à arriver, peut-être pas avant qu'il ait reçu ma lettre. » Cora fouilla dans son sac et en sortit une petite enveloppe. Il a laissé ceci, parmi ses papiers personnels. Elle vous est adressée. Poirot l'accepta et l'ouvrit sans hâte. L'écriture était indubitable, contrôlée, même jusqu'à la dernière ligne. Poirot. Certaines vérités durent trop longtemps. Je pensais pouvoir en enterrer une sous le temps et le silence. J'avais tort. Tu avais raison de m'interroger. Je n'ai pas pu sauver le garçon à ce moment-là. Je n'ai pas pu défaire ce que Giles avait commencé. Mais peut-être, en voyant la vérité révélée, le garçon, tous les deux, posséderont-ils quelque chose que je n'ai jamais eu. Paix. Julian. Elbridge Poirot plia la lettre avec la révérence habituellement réservée aux reliques du passé. Il leva les yeux vers Cora. « Ton père était un homme imparfait, mais il n'était pas dénué de conscience. » Elle hocha légèrement la tête. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Ils n'en parlèrent plus. Elle partit, peu après, n'emportant que la vérité en poche. Lorsqu'elle fut partie, Poirot retourna à sa chaise et enfin, avec des traits délibérés, commença à écrire. La mort annoncée dans une carte postale. Une affaire conclue par Hercule Poirot. Certains crimes ne sont pas commis sur le moment,
mais dans l'ombre du silence qui suit. À Lonsdale House, aucun coup de feu n'a été tiré, aucun poison n'a été versé, et pourtant, pendant 4 ans, un décès est resté sans élucidation, contaminant chaque recoin de la vie d'une famille. Le 16, crime était le silence, l'arme était la peur. La rédemption, lorsqu'elle est venue, était celle d'une voix unique, une fois écartée, enfin entendue. Le meurtrier n'a jamais été nommé, car aucun meurtre n'a pu être prouvé. Mais la culpabilité n'est pas un terme juridique, c'est un terme humain. Et la justice, quand elle est venue, n'était pas un verdict, mais une compréhension. Poirot ferma le carnet, son travail terminé, la pluie s'était atténuée dehors. Les nuages se dissipaient, révélant de douces traînées de lumière sur les toits de Londres. Alors qu'il se levait pour allumer une petite lampe, Poirot s'autorisa une dernière pensée. Un jour, peut-être, quelqu'un écrira sur cette affaire. Non pas comme un mystère, mais comme une parabole, une leçon d'écoute, et dans le danger des cartes postales qui parlent plus fort que les cris. Les derniers jours du printemps balayaient Londres tel un rideau de soie, adoucissant les contours et ravivant la couleur. Les crocus avaient laissé place aux jonquilles, et la Tamise scintillait sous un soleil que les nuages de mars ne cachaient plus. Dans les demeures de Whitehaven, Hercule Poirot, confortablement installé, relisait son manuscrit achevé, avant de le sceller dans un folio en cuir. La mort annoncée dans une carte postale, un cas différent des autres, non pas à cause d'un cadavre ou d'un coupable, mais à cause de la manière lente et délibérée avec laquelle la peur s'était enracinée dans le silence. Miss Lemon entra dans la pièce, les mains jointes, toujours aussi efficace. « Le livret est prêt pour le coursier, monsieur Poirot. »« Merci, mademoiselle Lemon, » dit-il en le lui tendant. « Veuillez le remettre à mon éditeur avec le plus grand soin. Ce n'est pas sensationnel, mais c'est instructif. » Elle hocha la tête, s'arrêtant un instant plus longtemps que d'habitude. « Oui, mademoiselle Citron ?» demanda-t-il. Elle hésita, ce qui n'était pas son habitude. « Je pensais juste, cette affaire, elle ne s'est pas terminée comme d'habitude. Pas d'arrestation spectaculaire, pas de confrontation dans le salon. C'était plus calme, plus triste. » Poirot inclina la tête. « Et plus honnête, je trouve. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. En contrebas, les rues grouillaient du chaos ordonné de la vie urbaine, oubliant le silence laissé par une affaire classée dans un murmure plutôt que dans un fracas. « Il y a un danger, mademoiselle, » dit-il au bout d'un moment, « à croire que le crime doit revêtir un masque théâtral. En vérité, le mal le plus durable ne vient souvent pas de la violence, mais de l'oubli de la conscience, du devoir, de la vérité. » Elle réfléchit à cela. « Pensez-vous que les gens de Lonsdale House trouveront un jour la paix ?» Poirot sourit faiblement. « La paix n'est pas un endroit qu'on atteint, mademoiselle Lemon. C'est un chemin qu'on parcourt, lentement, avec humilité. » Elle hocha la tête et s'excusa, laissant Poirot à ses réflexions. La cloche sonna midi brusquement et de manière inattendue. Poirot, curieux, ouvrit lui-même la porte. Une silhouette familière se tenait là, brune, plus mince. Qu'auparavant une lettre à la main et un sourire hésitant. « Thomas Kemp, » dit Poirot chaleureusement. « Entrez, mon ami. » Thomas entra dans l'appartement avec la révérence prudente de quelqu'un, entrant dans un lieu qu'il avait souvent imaginé, sans jamais avoir pensé y mettre les pieds. Il lui tendit la lettre. « J'espère que ce n'est pas présomptueux, » dit-il. « Je voulais juste vous remercier en personne, et j'ai pensé que vous devriez recevoir ceci. » Poirot prit l'enveloppe. « Et qu'est-ce que c'est ?»« J'ai écrit quelque chose il y a 4 ans, » dit Thomas. « Mais je ne l'ai jamais envoyé. » Poirot l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une courte lettre non envoyée, adressée aux gendarmes de Brodinet. Je l'ai vu pousser le cheval. Sir Giles n'est pas tombé tout seul. J'entendis quelque chose derrière moi, un claquement de cuir, un craquement. Il cria avant le cheval. Mais ils m'ont dit qu'il valait mieux oublier, que je n'avais rien vu de particulier, que cela ne ferait qu'empirer les choses. J'ai essayé de les croire.
Mais je ne pouvais pas oublier. Thomas Kemp Poirot le lut 2 fois, puis le replia soigneusement et le remit dans l'enveloppe. « Vous avez été réduits au silence, » dit-il doucement, « par des gens qui privilégiaient l'ordre à la justice. Mais vous vous en êtes souvenu, c'est ce qui compte. » Thomas détourna le regard. « Je me demande encore si j'aurais dû parler plus fort, plus tôt. » Poirot lui toucha le bras. « Tu as fait ce que tu pouvais avec ta voix, et maintenant, tu la donnes à d'autres qui n'en ont peut-être pas. » Thomas hocha la tête, le regard perdu. « Michael est dans le Yorkshire en ce moment. Il travaille dans une ferme. Il écrit. Lydia lui rend visite quand elle le peut. Et Madame Lonsdale, elle reste la plupart du temps à la maison. Mais elle parle plus. Je l'ai même vue rire une fois, avec sa belle-sœur. Tu y crois ?» Poirot gloussa. « Je peux croire n'importe quoi, avec du temps et du courage. » Ils restèrent assis un moment, l'homme le plus âgé et le plus jeune, le silence entre eux n'étant pas inconfortable, mais agréable. « Tu sais, » dit Thomas au bout d'un moment, « je rêvais du paddock, toujours pareil. Le cheval qui se cabre, le cri, le bruit sourd. Mais ces derniers temps, quand je rêve, c'est différent. Je n'ai plus peur, je regarde juste. Et puis, je m'en... Fais ?» Le regard de Poirot s'adoucit. « Ça veut dire que tu guéris. » Thomas se leva. « Je devrais y aller. J'ai un train à prendre. » Poirot l'accompagna jusqu'à la porte. « Où vas-tu ? » ?»« Le Shropshire, » dit-il en souriant. « Il y a une école près du village. Ils m'ont proposé un poste de jardinier. Lydia m'a aidé à l'organiser. » Poirot hocha la tête. « Tu seras excellent, et tu poursuivras ton chemin sans être dans l'ombre de quelqu'un d'autre. » Thomas s'arrêta sur le seuil. Si je n'avais jamais écrit cette première carte, Poirot l'arrêta d'une main sur l'épaule. « Tu ne l'as pas écrit pour faire du mal. Tu l'as écrit pour être entendu. Et maintenant, tu l'as été. » Thomas hocha la tête une fois, puis partit. Alors que Poirot retournait à sa chaise, l'accord final du mystère se fit entendre, non pas avec triomphe, mais avec paix. Il reprit son stylo une dernière fois et ajouta à la dernière page de ses notes « Il y a des crimes d'action et des crimes d'inaction. Mais le crime le plus cruel est celui qui exige le silence de l'innocent, et la justice la plus rare est celle qui apprend à ceux qui sont réduits au silence à parler à nouveau. » Il a posé le stylo. Dehors, les rues avançaient. Aucun gros titre ne parlait de Lonsdale House. Aucun jury ne délibérait sur ses vérités. Et pourtant, dans une maison, dans un village, un crime avait été puni, non pas par une punition, mais par une réparation. Hercule Poirot se renversa dans son fauteuil, ferma son carnet et laissa tomber le silence final. Ce n'était pas un vide. C'était enfin le son de ce qui n'avait plus rien à dire. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la visite de Thomas Kemp à Whitehaven Mansions, et pendant ce temps, Hercule Poirot avait fait ce qu'il aimait le plus faire lorsqu'une affaire était conclue. Il était revenu à l'ordre ordinaire. Ses chaussures brillaient, sa moustache était d'une symétrie millimétrique, et sa routine, si souvent interrompue par le chaos, avait retrouvé son rythme naturel. Et pourtant, malgré la symétrie et le silence, il sentait le besoin d'une dernière étape. Une chose non pas d'effet, mais non dit. Il reprit le train pour Brodini, mais cette fois sans prévenir. Le voyage fut paisible, la campagne verdoyante et lumineuse sous un soleil généreux, et lorsqu'il arriva au village, ce fut comme si rien n'avait jamais été dérangé. Les jardinières regorgeaient encore de pétunias. Le boulanger saluait toujours les passants d'un hochement de tête et d'un scone. Et Lonsdale House se dressait exactement comme toujours, imposante, symétrique et chargée du poids de son histoire. Dame Eugenia Lonsdale était dans le jardin à son arrivée. Ses mains, étonnamment, étaient couvertes de terre. Une truelle reposait au bord du parterre et un plateau de bulbes attendait d'être planté. Elle ne se leva pas à l'approche de Poirot. Elle leva simplement les yeux avec le calme et le détachement d'une femme qui avait déjà affronté toutes les tempêtes du monde. « Tu es venue, dit-elle. »« Oui, madame, » répondit Poirot en ôtant son chapeau. « J'ai quelque chose à... »
Vous dire. Elle esquissa un sourire sec. Je trouve cela improbable, monsieur Poirot. Vous n'êtes pas homme à laisser des mots de côté. Poirot rit doucement, touché, et pourtant, il s'assit sur le banc du jardin voisin, les mains jointes. Je suis venu parler non pas de culpabilité ou de justice, mais de pardon. L'expression de Madame Lonsdale ne changea pas, mais elle cessa de planter. Lentement, elle enleva la terre. De ses gants. Tu veux me pardonner? Je voudrais vous demander, dit Poirot, si vous vous êtes pardonné. Elle baissa les yeux vers les ampoules. Mon mari était un homme de pouvoir, et j'ai laissé ce pouvoir se transformer en quelque chose de corrosif. À sa mort, je me suis dit qu'il valait mieux laisser tomber. Laisser la maison guérir sans rouvrir de vieilles blessures. Poirot resta silencieux un instant, puis dit « Mais une blessure cachée ne guérit pas, elle suppure. » Elle hocha la tête. « Je le sais maintenant. Lydia m'a aidé à le voir. Et ta présence, ta persévérance ont fait éclater la vérité au grand jour. » Il pencha la tête. « Croyez-vous maintenant que la mort de votre mari n'était pas aussi innocente qu'elle le paraissait ?» Elle resta silencieuse. Puis, « Je crois que quelqu'un a effrayé le cheval, volontairement. Je crois que Giles avait trop effrayé quelqu'un, que ce soit le palefrenier ou non. Je ne peux pas le dire. Mais je crois aussi que si nous avions écouté Thomas ce jour-là, vraiment écouté, rien de tout cela. » Elle désigna le jardin, la maison, la longue chaîne d'événements, ne serait arrivé. Poirot se leva. « Alors, je vous laisse ?» « Sur ce point, madame, la justice ne revêt pas toujours la robe de la cour. Parfois, elle prend la forme d'un nouveau départ, un chemin dégagé, une maison qui ne murmure plus dans l'obscurité. » Elle le regarda dans les yeux. « Tu crois que c'est possible, que cet endroit devienne différent ?»« Je le crois, » dit-il doucement, « parce que j'ai vu ce qui se passe quand la peur se fait voix et que le silence est rompu. » Alors qu'il se retournait pour partir, elle l'appela. « Poirot. » Il s'arrêta. « Avez-vous déjà découvert qui a envoyé la première carte postale? La toute première ?» Poirot sourit faiblement. « Oui, madame, mais ce n'était pas une seule personne, c'était deux. Une collaboration. » Son front se fronça. « C'est Lydia qui a écrit les mots, » dit Poirot. « Mais Michael a posté la carte. Ils n'étaient pas des conspirateurs, c'étaient des compagnons. Chacun hésitait sur la façon de parler. Chacun craignait d'agir seul. C'était la peur qui les liait, mais c'était aussi l'espoir. » Madame Lonsdale regarda à nouveau les fleurs. Je me demandais, elle était toujours si calme, si posée. Poirot franchit la porte du jardin. « Même les plus stables doivent un jour choisir de déménager, madame, et ce faisant, ils emportent le monde avec eux. » Il a incliné son chapeau, et puis il s'en est allé, sans jamais se retourner. Ce soir-là, de retour à Whitehaven Mansion, Poirot se servit un modeste verre de crème de menthe et s'assit à son bureau. Le dossier était complet. Les lettres avaient reçu des réponses. Les ombres de Lonsdale s'étaient enfin apaisées. Il ouvrit son carnet à la dernière page et écrivit, lentement et avec soin, « Il n'y avait pas de méchant unique dans cette affaire, seulement des blessures et le silence qui les empêchait de guérir. Un homme mourut de peur, un garçon s'enfuit en silence, mais lorsque leurs vérités furent enfin entendues, la guérison commença. C'est aussi cela la justice. » H.P. Hill a fermé le livre. La nuit était claire. Londres, comme toujours, avançait, et Hercule Poirot, les idées claires et la conscience tranquille, s'autorisa, pour la première fois depuis des semaines, à dormir sans rêve, et ainsi se termina l'affaire prédite dans une carte postale.